Fabula, donc en fait, on va faire une solution qui va être donc pour des écrivains et pour des lecteurs pour raconter des histoires numériques innovantes, donc jamais vues. C'est-à-dire que l'exemple qu'on donne typiquement, c'est vous êtes en train de lire votre histoire sur votre tablette, sur votre smartphone, et dehors il pleut. Et ben en fait, dans l'histoire, les descriptions vont reprendre cet élément et il va pleuvoir dans l'histoire. De la même manière, si vous êtes en couple, peut-être que le personnage principal sera en couple aussi, etc. Donc vous allez lire une histoire qui va être vivante, qui va évoluer en fonction de votre personnalité, de vous. Et donc en fait, au final, le but pour le lecteur, c'est d'avoir une lecture unique, quelque chose qui sera propre à lui. Ce qu'il va lire lui, c'est pas ce que lira son voisin. Et pour l'écrivain, ça va être la promesse, ça va être d'explorer différentes voies, différents styles, différents arcs narratifs pour vraiment raconter une histoire qui va être riche et assez innovante. Donc concrètement, comment ça se matérialise en fait? On a devant nous notre tablette par exemple. Alors pour le lecteur, c'est ça. On va prendre une application sur l'Apple Store ou sur le Play Store de Google, donc sur Android ou sur iPhone. On va télécharger l'application, on va pouvoir commencer à lire le début de l'histoire tout à fait gratuitement. Donc on va voir déjà l'histoire qui commence à évoluer. Donc graphiquement, on va montrer qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans l'histoire au moment de la lecture. Et puis après, si l'histoire plaît, les gens peuvent acheter la fin et découvrir. Par exemple, la première histoire qu'on va raconter, il y a 6 histoires qui sont complètement différentes, qui partent du même point et qui vont donner soit une histoire de science-fiction, soit une histoire policière, soit une histoire fantastique. Et donc les gens vont pouvoir lire celle qui leur plaît le plus, et éventuellement pour les plus joueurs, ils vont pouvoir toutes les lire. Donc à un moment donné, il va y avoir un choix de style d'histoire en fait. Ça va... Oui, alors ça va être un choix implicite, c'est-à-dire qu'en gros, notre algorithme va déterminer en fonction de ce qu'on sait du lecteur, notamment par ses réseaux sociaux, on va essayer de le guider sur l'histoire dont on pense qu'il lui plaira le plus. Il nous dira à la fin si on a bien trouvé ou pas. Et puis après, il y a le côté ludique de pouvoir explorer les différentes alternatives, les différentes possibilités de l'histoire. Donc côté écrivain, on va vraiment leur fournir un outil très simple pour eux, pour qu'ils puissent écrire ce type d'histoire-là. C'est-à-dire qu'on va leur donner quelque chose qui va ressembler à Word ou aux outils qu'ils utilisent, et on va leur permettre d'insérer. Là, on va dire, tiens, s'il pleut, je vais écrire ce texte-là, s'il fait beau, je vais écrire ce texte-là. Et puis, par exemple, s'il y a des embranchements, il va choisir, tiens, si c'est un homme, je vais l'envoyer là, si c'est une femme, je vais l'envoyer là, pour raconter des histoires différentes. Donc notre but, c'est vraiment de fournir un outil très simple aux écrivains pour qu'ils puissent écrire ce type d'histoire dynamique, et puis après qu'ils puissent en vivre et en tirer des revenus qui seront nettement supérieurs à ce qu'ils gagnent aujourd'hui avec l'édition papier. L'histoire, du coup, est-ce qu'elle est déjà écrite? Comment ça se Oui, passe? en fait, justement, cet outil pour les écrivains est là pour qu'on ait l'histoire déjà écrite. Donc le lecteur, quand lui va télécharger, il va télécharger un ensemble d'histoires déjà préécrites, et notre algorithme va faire en sorte qu'il va pouvoir naviguer de manière très très simple et généralement sans s'en rendre compte dans tout ce qu'on appelle l'arbre des possibles. Et donc voilà, on va acheter la première histoire par exemple qu'on a déjà écrite, elle est contemporaine, et donc c'est policier, fantastique en fonction des embranchements, et elle est déjà entièrement écrite, le personnage est défini, etc., etc. À terme, on va sans doute avoir des histoires de science-fiction, des histoires de fantasy qui vont être sur le même modèle. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici, jusqu'à l'incubateur? Alors en fait, on était tous salariés, en fait, donc les 3 associés qui forment Via Fabula, on était tous salariés. Donc la première étape, ça a été d'aller négocier avec nos employeurs respectifs des ruptures conventionnelles, qu'ils ont tous accepté assez gentiment, parce qu'ils ont tous cru en notre projet, et qu'ils ont cru en ce qu'on voulait faire. Donc voilà, ça a été la première étape. Ensuite, Pôle emploi nous a quand même pas mal aidé. On a été conseillé, on nous a dit vous avez un projet de création d'entreprise, vous savez que vous avez droit à ça. Et du coup, on a une conseillère qui est quand même assez coopérative là-dessus, parce que voilà, la société est encore en cours de création, et donc du coup, on va là-dessus, ils sont quand même assez aidants. Et puis après, il y a eu à Toulouse, il y a quand même un certain nombre d'organismes pour nous aider. Donc le premier qu'on a été voir, c'était la cantine, donc de la mêlée numérique. C'était les premières personnes que j'ai été voir pour présenter mon projet qui ne me connaissaient pas avant. Au début, j'ai présenté mon projet à mes associés, à mes amis, à mes collègues. Et on a toujours un peu peur de ce biais-là, que les gens vous connaissent, donc ils sont bienveillants.
Et donc là, j'ai été à la cantine présenter le projet donc à Denis et à Mathias, qui ne me connaissaient pas et qui m'ont dit « Ah ouais, non, tu as quelque chose », et qui m'ont proposé un accompagnement pour m'aider déjà à améliorer mon projet durant l'été. Et une fois que mon projet a été amélioré, donc j'ai postulé ici à l'incubateur Midi-Pyrénées. Donc il y a un process de sélection quand même, il y a une quarantaine de dossiers pour 6 places dessus, donc il y avait un certain nombre de dossiers à remplir, d'oraux à passer. Et par contre, clairement, c'est une vraie aide. C'est-à-dire qu'on a été retenu avec donc 5 autres startups. Et donc du coup, on a eu accès à des locaux, on a accès à une avance remboursable qui nous permet de ne pas plomber notre trésorerie alors qu'on se lance et qu'on n'a généralement pas beaucoup de trésorerie. Et on a eu beaucoup de formations et d'ateliers. Parce que, en gros, moi, ce que je dis, c'est que quand je suis arrivé ici, je savais faire un produit informatique, je savais faire le développement, etc. Ici, ils m'apprennent à créer une entreprise. Donc, à avoir tous les autres aspects autour. Et puis, on est conseillé pour trouver un avocat, ils en connaissent, et ils savent ce que c'est une start-up. On a eu un atelier sur les aides publiques auxquelles on peut avoir droit, quand est-ce qu'il faut faire les dossiers, etc. Donc, on est vraiment beaucoup aidé, et donc je trouve que c'est pas encore créer une société, c'est pas le parcours du combattant qu'on m'avait promis. Donc via Fabula, on travaille sur cette idée depuis à peu près 2 ans, ça germe, etc. Il y a 1 an, j'ai été voir donc Aurélie et Rémi, qui sont mes associés, pour leur proposer le projet, et donc ils ont dit OK de suite. Donc Aurélie, c'est la designer graphique, c'est la partie artistique de l'équipe, une formation d'art, et sa spécialité, c'est tout ce qui est expérience utilisateur et design graphique. On a Rémi qui est la partie cerveau droit, donc c'est le technicien, c'est le développeur. C'est un foot techno, c'est lui qui code essentiellement. Moi, je suis au croisement des deux, puis je vais faire le chef. Donc voilà, donc depuis 1 an, on y travaillait un peu les soirs, les week-ends, sur les temps disponibles. Et donc depuis qu'on était prêt à l'incubateur, donc en octobre, on est parti à plein temps. Rémi est arrivé un tout petit peu après en novembre. Et donc voilà, là on est lancé à plein temps. Il y a une stagiaire, donc Aurore, chargée de notre communication, qui vient d'arriver il y a 1 semaine. Et donc là on projette, donc la première histoire est écrite. Donc là, en janvier on va faire nos tests avec des vrais utilisateurs, des vrais gens. Et normalement on vise février pour que ce soit disponible pour tout le monde et révolutionner un petit peu ce monde de la littérature. De l'iPad ? Non, on n'a pas le même slider. Slider entre ce qu'elle a là sur Photoshop et ce qu'on a nous sur ce qu'on a intégré. Ouais. On n'a pas la même taille. Parce que là, je voudrais faire la planche du X, mais je voudrais la faire avec le graphisme. Sur le fil de Parce que c'est normalement 1536 par 2048. Et nous, on a 140, ouais, mais ça, c'est 140 x 2, on est à 280. Donc je devrais avoir 280. Ouais. Je devrais avoir 280, c'est un dessous, je trouve pas. Et t'as combien? Comme ça, t'es au bout. Chargé d'affaires à l'incubateur, quel est votre rôle? Mon rôle, c'est d'accompagner les créateurs de start-up au quotidien dans le développement et l'accélération de leurs projets d'entreprise. L'incubateur est là pour concrétiser un projet, l'amener sur son marché. Le start-upper a en fait 12 mois pour pouvoir réussir son projet au sein de l'incubateur. Alors au quotidien, ça se concrétise comment votre aide auprès des startups? En fait, ça commence déjà par un hébergement. On offre la possibilité aux créateurs de venir dans nos locaux, bénéficier des infrastructures logistiques assez classiques de bureaux, de partager avec d'autres créateurs de start-up aussi des locaux. C'est important pour eux de se retrouver entre eux, de pouvoir discuter et puis d'échanger sur les réussites et surtout sur les échecs
qu'ils ont connues au cours de leur développement. Ensuite, il y a l'accompagnement humain. Donc moi, je suis chargée d'affaires. J'ai un portefeuille, entre guillemets, de start-up à accompagner. Donc, on travaille au quotidien sur le marketing du projet, son financement, le business model canvas, etc. L'idée étant d'arriver le plus vite possible sur son marché et de mettre en place un plan d'action concret pour que les startups puissent toucher leur clientèle. Il y a aussi un soutien financier qui est apporté. Alors les startups bénéficient également d'une avance remboursable qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. C'est pas négligeable quand on démarre sa startup, qui vont permettre de financer des prestations externes, comme par exemple de l'action commerciale, de la communication, si on doit faire un site web, un logo, participer à un salon professionnel, et encore du service de la prestation juridique pour créer les statuts, créer l'entreprise, déposer des brevets, etc. Donc on intervient à tous ces stades. En gros, on intervient sur plein de domaines, sauf le développement technique. On considère que les porteurs de projets doivent développer eux-mêmes sur leur fonds propres l'application ou le produit ou le service qu'ils souhaitent développer. Après, dans l'incubateur pour les startups, ça veut dire quoi pour eux concrètement? Ça veut dire entrer dans la grande famille des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. C'est aussi un partage, une convivialité, de la bienveillance, toujours de la bienveillance à l'égard des porteurs de projets. Ils viennent ici pour à la fois chercher un cadre, c'est important de ne pas rester aussi seul chez soi à créer son entreprise, et aussi pour bénéficier d'un label auprès de nos partenaires, des financeurs, qui vont apprécier en fait que le projet soit en cours d'incubation à l'incubateur Midi-Pyrénées. Et donc les startups entre elles, ça se passe comment? Alors les startups entre elles, c'est super parce qu'en général, elles arrivent à l'incubateur, ne se connaissent pas. Et à la sortie de l'incubateur, on se rend compte qu'il y a des liens d'amitié très forts qui se créent, aussi des liens de business, parce que parfois, les entreprises entre elles font des affaires et permettent d'accéder à du business